Le studio est plongé dans une pénombre feutrée. Mark s'assoit devant la table de mixage. Il saisit le bras articulé de son micro, le tire vers lui, puis ajuste la bonnette en mousse d'un geste précis. Le silence est total, seulement rompu par le léger frottement du métal sur le support. À ses côtés, Sophie s'installe. Elle dépose une bouteille d'eau en plastique sur la surface en bois. Le bouchon claque contre le verre. Elle tire un carnet à spirale de son sac. Elle pose le carnet à plat et tourne les pages jusqu'à une feuille blanche. Elle prend un stylo, le fait pivoter entre ses doigts. Mark vérifie les niveaux sur l'écran. Les barres vertes oscillent en rythme avec sa respiration. Il incline la tête, vérifie le casque. Sophie croquase les mains sur la table, ses yeux fixés sur le voyant rouge qui ne s'est pas encore allumé. Il ne parle pas. Mark pose ses mains sur la console, ses doigts effleurant les curseurs, prêt à lancer la séquence. Mark appuie sur le bouton rouge. Une petite lumière s'allume instantanément sur le boîtier. Il penche le buste vers le micro, ses lèvres à quelques centimètres de la bonnette. Il commence par une phrase claire. La santé ne se résume pas à des chiffres ou à des examens ponctuels. C'est une routine que l'on construit chaque jour. Sophie hoche la tête avec vivacité. Elle saisit son stylo, le pointe vers le carnet et trace une ligne droite sous le titre de la page. Elle relève les yeux vers Mark, un léger sourire aux lèvres, et appuie ses mains à plat sur la table pour marquer son adhésion totale. Elle tourne la page du carnet, le papier crépite sous ses doigts, et elle prépare son stylo pour noter les points clés. Mark observe ses mouvements, ajuste le curseur de volume sur la console et attend que le silence se stabilise. Sophie se redresse, ses épaules se détendent et elle croise les bras en signe d'attention soutenue. Mark prend une inspiration profonde. Mark écarte légèrement le micro pour laisser place à sa démonstration. Il commence par le premier pilier de sa journée, le petit déjeuner. Il décrit le bol de flocons d'avoine, insistant sur la texture et la satiété qu'il procure dès le lever. Il ajoute une pomme qu'il croque mentalement en mimant le geste de la main vers sa bouche. Ce n'est pas une question de restriction, c'est une question de carburant pour les heures à venir, explique-t-il en tapotant la table du bout des doigts. Sophie ne perd pas une seconde. Elle saisit son stylo, le fait glisser sur le papier et note « avoine » et « pomme » avec une écriture rapide. Elle relève la tête, ses yeux fixés sur Mark et attend la suite de la démonstration. Mark poursuit en expliquant comment ce mélange stabilise son énergie. Sophie acquiesce, elle referme partiellement son carnet pour mieux se concentrer sur les détails techniques de cette préparation. Le silence revient un instant, ponctué seulement par le bruit du stylo qui repose sur la table, marquant la fin de cette étape. Sophie dépose son stylo et se redresse sur sa chaise. Elle commence à décrire sa routine matinale, ses mains s'ouvrant largement pour mimer l'espace nécessaire au sol. Je commence toujours par dérouler mon tapis dans le salon, là où la lumière du jour frappe le parquet, explique-t-elle en joignant ses paumes. Elle ferme les yeux un instant, inspirant profondément par le nez, ses narines se dilatant, puis expirant lentement par la bouche. Elle détaille ensuite l'enchaînement des postures. Elle lève les bras vers le plafond, les doigts tendus, puis se penche en avant, les mains cherchant le contact avec le sol. Elle insiste sur le rythme. Chaque mouvement suit le flux de l'air. Si je bloque ma respiration, le muscle se crispe. Si je laisse l'air circuler, je gagne en amplitude. Elle mime le maintien d'une posture d'équilibre, un pied ancré au sol, l'autre replié contre sa jambe. Son buste reste parfaitement immobile, ses épaules basses, loin des oreilles. Elle explique comment elle scanne chaque zone de tension, du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils, pour relâcher les muscles un par un. Mark l'écoute, immobile, observant la précision de ses gestes. Sophie termine en joignant ses mains devant sa poitrine, les coudes écartés, marquant la fin de cet exercice de recentrage physique. Sophie déplace son carnet vers le bord de la table et se penche en avant, changeant radicalement de posture. Le yoga n'est qu'une partie de l'équation. Le reste se joue dehors, dans le parc municipal, annonce-t-elle en tapotant la surface du bois. Elle décrit alors ses sessions de course à pied, ses mains mimant un mouvement de balancier rapide et régulier. Elle explique sa stratégie pour maximiser l'efficacité de l'effort. Elle choisit les sentiers les moins fréquentés, ceux qui serpentent loin de l'entrée principale. Si je cours derrière un groupe, je respire leur air vicié.
Je cherche les zones dégagées, là où le vent circule librement entre les arbres, précise-t-elle. Elle mime le geste de contourner un obstacle imaginaire, ses épaules pivotant avec souplesse. Elle insiste sur le rythme. Elle ralentit sa cadence dès qu'elle approche d'un croisement encombré, puis accélère dès qu'elle retrouve une portion de sentier isolé. Ses yeux scrutent le vide devant elle, comme si elle visualisait chaque virage du parc. Elle explique que cette recherche constante d'espace vide est essentielle pour saturer ses poumons d'air frais. Marc hoche la tête, ses doigts pianotant sur la table, captivée. Sophie conclut en mimant une grande inspiration, les mains s'ouvrant vers l'extérieur, illustrant la sensation de pureté qu'elle recherche à chaque foulée sur les chemins de terre battus. Marc redresse ses épaules et croise les mains sur la table, marquant une transition nette. Pour moi, la régularité prime sur l'intensité, commence-t-il en levant deux doigts. Il détaille alors son propre rythme. 2 sorties de course par semaine, ni plus ni moins. Il mime le geste de consulter un calendrier imaginaire, pointant 2 jours précis dans la semaine. Je ne laisse rien au hasard, surtout pas la météo. Il fronce les sourcils et fait un geste de la main pour repousser une pluie invisible. Il explique qu'il vérifie systématiquement les prévisions avant de lasser ses chaussures. Si le ciel est gris ou que l'humidité est trop élevée, je reste à l'intérieur. Il mime le geste de fermer une fenêtre, soulignant sa volonté d'éviter tout refroidissement inutile. Pour lui, courir sous la pluie est un risque inutile. Il insiste sur la discipline. Il préfère manquer une séance plutôt que de risquer une infection qui l'immobiliserait pendant une semaine. Il tapote la table du bout des doigts, rythmant ses paroles comme pour souligner la précision de son calcul. Il explique qu'il privilégie une récupération constante. Marc conclut en croisant les bras, son regard fixe, illustrant cette gestion méthodique et préventive de son corps où chaque décision est pesée. Le débat bascule. Sophie fouille dans son sac posé au sol et en extrait un emballage froissé, aux couleurs vives et tachées de gras. Elle le dépose bruyamment au centre de la table, entre les 2 micros. Le papier plastifié reflète la lumière crue du studio. Elle pointe du doigt une zone huileuse sur le carton. Voilà ce que je traque et ce que j'élimine systématiquement, déclare-t-elle. Elle déplie les bords de l'emballage, révélant les traces de cuisson industrielle. Ses gestes sont précis, presque chirurgicaux. Elle explique que chaque bouchée contient une concentration de graisse saturée. Elle mime le blocage d'un flux avec le tranchant de sa main. Marc se penche, observant les résidus de sel cristallisés sur le papier. Sophie insiste sur le piège, la rapidité de consommation. Elle froisse le papier en une boule compacte, un geste sec qui ponctue son rejet total. Le bruit du plastique souligne la fin. Elle repousse l'objet vers le bord de la table, le tenant à distance. Ce contraste souligne la fragilité de l'équilibre. Marc déplace l'emballage froissé d'un geste sec pour libérer de l'espace sur la table. Il saisit alors une gourde en métal brossé, lourde, qu'il pose avec une résonance sourde devant lui. Il dévisse le bouchon. Le bruit du métal souligne la précision de son geste. L'hydratation, c'est le carburant invisible, dit-il en faisant tourner la gourde entre ses mains. Il explique qu'il a banni toute autre boisson sucrée. Il pointe 2 doigts vers le haut pour marquer son objectif chiffré. 2 litres d'eau pure, chaque jour, sans exception. Il mime le geste de remplir son verre à intervalles réguliers, une routine qu'il suit comme une horloge interne. Il insiste sur le fait que cette discipline n'est pas une option, mais une nécessité. Il soulève la gourde, observe le niveau d'eau, puis la repose exactement au même endroit, alignée avec le bord du pupitre. Chaque gorgée est calculée, chaque millilitre est comptabilisé. Il tapote le métal froid de la bouteille, un geste qui ponctue sa démonstration de contrôle total sur son propre métabolisme. Marc pose sa gourde, mais ses doigts restent crispés sur le métal. Il détourne le regard vers l'écran de son ordinateur, dont la lumière bleue projette des reflets froids sur son visage. Il soupire. Un son court qui rompt la fluidité de sa démonstration précédente. Tout n'est pas aussi millimétré que cette eau, admet-il. Il tapote nerveusement le clavier, faisant défiler des lignes de code et des tableaux de données. Il explique que les deadlines s'accumulent, poussant ses journées bien au-delà des horaires classiques. Ses yeux se plissent, trahissant une fatigue qu'il tente de dissimuler derrière un débit de paroles plus rapide.
Il lâche une confession directe. Ses nuits se réduisent souvent à 5 heures de sommeil, parfois moins. Il mime le geste de fermer un ordinateur à une heure avancée, la main suspendue dans le vide, comme pour marquer la fin abrupte d'une journée sans repos. Il avoue que ce manque de sommeil devient une constante, un poids qu'il traîne malgré ses efforts d'hydratation. Il s'arrête, fixant le curseur clignotant sur son écran. Le silence s'installe dans le studio. Mark se frotte les tempes, un geste répétitif qui souligne la pression qu'il s'impose. La rigueur qu'il affichait quelques instants plus tôt semble se fissurer. Il constate simplement l'épuisement qui s'installe, une brèche ouverte dans son système de santé. Sophie observe Mark un instant, puis elle pose son carnet. Elle sort son téléphone de sa poche. L'écran s'illumine instantanément. Elle fait glisser son pouce sur la vitre pour ouvrir une interface au graphique coloré. 5 heures, c'est un signal d'alerte, pas une performance, déclare-t-elle. Elle pointe du doigt une courbe sinusoïdale qui s'affiche sur l'écran. C'est son application de suivi de sommeil. Elle explique que l'outil enregistre chaque phase. Sophie insiste sur le rythme biologique. Le corps a besoin de 8 heures pour compléter ses cycles de récupération. Elle montre les barres verticales qui représentent ses propres nuits, régulières et complètes. Elle explique comment l'application analyse la qualité de son repos. Elle fait défiler les statistiques, montrant les données accumulées sur plusieurs semaines. Pour elle, la technologie n'est pas une contrainte, mais un guide. Elle place le téléphone sur la table, entre eux, comme une preuve tangible. Elle explique que cette discipline nocturne est le socle de son énergie diurne. Mark fixe les graphiques, le silence revient, ponctué par le reflet bleuté de l'écran. Sophie offre un outil de mesure pour reprendre le contrôle. Mark éteint l'écran du téléphone d'un geste lent, comme pour clore le chapitre des statistiques. Il se redresse, ses épaules se relâchent et il change radicalement de ton. Il évoque alors sa récente grippe, celle qu'il a clouée au lit pendant 3 jours. Il décrit la sensation de fièvre, le corps lourd, incapable de soutenir le moindre effort. Il insiste sur le moment précis où il a dû admettre qu'il ne pouvait plus lutter seul. Il raconte sa visite chez le médecin, le diagnostic tombé comme un coup près et la prescription qu'il a reçue. Mark insiste sur ce point crucial. Suivre le traitement à la lettre, sans attendre que les symptômes s'aggravent. Il explique qu'il a appris à ne plus ignorer les signaux d'alerte de son organisme. Il mime le geste de prendre un médicament, une action simple mais révélatrice. Il souligne que le corps, malgré toute la discipline qu'on lui impose, reste une structure fragile, capable de basculer en quelques heures. Il ne s'agit plus de performance ou de mesure, mais de survie et de respect des protocoles de soins. Il regarde Sophie, ses mains posées à plat sur la table. Il conclut que la santé ne se gère pas seulement par la prévention, mais par une réaction immédiate et rigoureuse dès que la maladie s'installe. Sophie hoche la tête, mais elle rejette d'un geste sec l'idée que les médicaments suffisent à restaurer l'équilibre. Elle se penche en avant, ses yeux fixés sur Mark, et abaisse le ton pour rendre son propos plus incisif. Pour elle, la guérison exige une privation sensorielle totale. Elle décrit sa méthode. Une chambre plongée dans une obscurité absolue, sans aucune source lumineuse. Elle insiste sur l'interdiction formelle des écrans, ces lueurs parasites qui maintiennent le cerveau en état d'alerte. Elle mime le geste de couvrir ses yeux avec ses mains, illustrant l'immersion dans le noir complet. Elle explique que le repos ne commence que lorsque le silence devient physique et que la lumière disparaît totalement. Elle détaille l'importance de déconnecter tout appareil, de couper les notifications et de laisser le corps s'enfoncer dans une pénombre réparatrice. Elle souligne que le cerveau ne peut pas se régénérer s'il reste exposé à la moindre stimulation. Elle insiste sur le fait que cette discipline de l'ombre est le seul moyen de forcer le système nerveux à ralentir. Elle décrit la sensation de vide nécessaire. Sophie ne laisse aucune place à la négociation. Elle impose cette radicalité. Elle finit par se redresser, le regard toujours intense, laissant planer le silence. Le silence s'installe, lourd, après les paroles de Sophie sur l'obscurité. Mark rompt cette immobilité soudainement. Il ne regarde plus ses notes, il ne consulte plus son écran. Il se tourne vers le coin de la pièce, là où l'instrument repose contre le mur. Son mouvement est brusque.
presque saccadé, marquant une rupture nette avec l'analyse précédente. Il se lève, fait 2 pas, et ses doigts se referment sur le manche en bois. Le contact est immédiat. Il ramène l'objet vers lui, le faisant pivoter pour s'asseoir à nouveau, le dos droit, les pieds ancrés au sol. Il ajuste la position de l'instrument sur sa cuisse. Ses mains se déplacent sur les cordes avec une précision nouvelle, presque nerveuse. Mark inspire profondément, ses yeux fixés sur le bois verni, comme s'il cherchait une issue à la pression accumulée. Il ne parle plus, il se prépare à agir. Sophie observe ce changement, elle pose ses mains sur la table, ses doigts s'arrêtent de pianoter. Le silence devient une préparation active. Mark plaque un accord majeur, sec et puissant. Le son jaillit des cordes, une vibration métallique qui balaie instantanément la lourdeur du studio. Ses doigts s'agitent sur le manche, enchaînant les notes avec une vélocité qui trahit l'urgence de libérer la pression. Chaque coup de médiator est une décharge, un mouvement brusque du poignet qui propulse la mélodie contre les murs. Le son rebondit, remplit chaque recoin, étouffant le silence oppressant des minutes précédentes. Mark ferme les yeux, son buste se balance au rythme des accords. Il ne cherche pas la perfection technique, mais l'impact brut. La résonance de la caisse en bois vibre contre son corps, un grondement sourd qui accompagne les notes aiguës. Il accélère, ses doigts frappent les cordes avec une force croissante, transformant l'anxiété accumulée en une onde sonore continue. L'air semble bouger, saturé par les fréquences qui s'entrechoquent. C'est une libération physique. Chaque note est un poids qui s'envole. Mark termine par un accord final, plaqué avec force, laissant les cordes vibrer jusqu'à l'extinction totale du son. Le silence qui suit est radicalement différent. Le dernier écho de la guitare s'estompe contre les parois insonorisées. Mark retire ses mains des cordes, ses doigts marquent encore la pression exercée. Le studio retrouve une immobilité totale. Sophie rompt alors ce calme. Elle déplace son livre de poche, le faisant glisser sur la surface lisse de la table. Le bruit du papier contre le bois est sec, précis, presque chirurgical. Elle pose le volume bien à plat, ses doigts effleurant la couverture avant de se retirer. Elle regarde Mark, puis pointe le livre. Elle explique que ce geste n'est pas une simple habitude, mais une nécessité pour isoler son esprit. Chaque page tournée est une barrière qu'elle érige contre le tumulte de la journée. Elle décrit la sensation du papier sous ses doigts, le rythme lent de la lecture qui force son rythme cardiaque à ralentir. Là où la musique de Mark agit comme une décharge immédiate, la lecture impose une discipline de la pensée. Elle détaille comment, en se concentrant sur les mots, elle déconnecte les circuits de l'anxiété. Le livre devient un ancrage, un objet tangible qui stabilise ses pensées. Le studio est devenu un espace de réflexion apaisé. Mark redresse le buste, ses mains quittent la guitare pour se poser fermement sur la table. Sophie se penche vers lui, ses yeux fixés sur les siens. Ils ne parlent plus de techniques isolées, mais de la structure globale de leur existence. Mark pointe l'index vers le centre de la table, marquant chaque syllabe de son explication. Sophie complète son mouvement, ses mains se joignant pour former un geste de synthèse. Ils parlent d'une seule voix, leur rythme de parole s'alignant parfaitement. Chaque geste qu'ils esquissent souligne cette interdépendance. Ils concluent avec une intensité croissante, c'est l'apogée de leur échange. Une certitude partagée qui s'installe dans le studio. La santé est cette harmonie, une construction quotidienne, un équilibre total. Leurs mains restent immobiles sur la table, les doigts ancrés dans le bois. Ils maintiennent le contact visuel, un dernier échange silencieux qui confirme la fin de leur démonstration. Mark déplace lentement sa main droite vers le bras articulé du micro. Il ne quitte pas Sophie des yeux. Son geste est calculé, sans hésitation. Il saisit le petit interrupteur situé sur le boîtier. D'un mouvement sec et définitif, il bascule le bouton. Le clic mécanique résonne contre les parois insonorisées. Un son métallique, tranchant, qui coupe court à toute résonance. Instantanément, le témoin lumineux rouge s'éteint. Le studio bascule dans un silence absolu. L'air semble se densifier, libéré de la pression de l'enregistrement. Mark retire sa main, laissant le micro osciller légèrement. Sophie expire longuement. Ses épaules s'affaissent, marquant le relâchement immédiat de la tension accumulée.
Ils ne bougent plus, isolés dans cette bulle de calme soudain. Le succès de leur échange est palpable dans cette immobilité. Le travail est accompli. Sophie rompt la première le silence. Elle déplace ses mains de la table vers le carnet ouvert devant elle. Ses doigts parcourent les pages, repliant les coins cornés avec une précision lente. Elle détache une feuille volante, la plie en 2, puis en 4, avant de la glisser dans la pochette latérale de son sac. Marc observe le mouvement, ses propres mains se détendant enfin, les phalanges se débloquant après l'immobilité prolongée. Sophie rassemble ses stylos, les aligne parallèlement sur le bord du bloc-notes, puis referme la couverture rigide. La tension qui crispait leur visage se dissipe. Sophie redresse le dos, ses épaules perdent leur rigidité. Marc se lève, sa chaise grince légèrement. Il ajuste la position du pied de micro, le repoussant vers l'arrière. Sophie vérifie le contenu de son sac, referme la fermeture éclair et se lève à son tour. Marc éteint l'interrupteur principal de la console. Une dernière diode verte s'éteint, plongeant la table dans une pénombre relative. Il saisit sa guitare, la range dans son étui et verrouille les attaches métalliques avec un clic sourd. Sophie vérifie une dernière fois la porte, s'assurant que rien n'est oublié. Il se dirige vers la sortie. Marc ouvre la porte lourde du studio, laissant passer Sophie. Ils traversent le couloir, leurs pas résonnant sur le linoléum. Arrivé devant la porte principale, il s'arrête un instant. Marc pose la main sur la poignée, Sophie acquiesce d'un signe de tête. Il n'y a plus besoin de mots. La porte s'ouvre sur la lumière du jour. Ils franchissent le seuil ensemble, quittant le studio sans se retourner. Ils s'éloignent dans la rue. Subscribe for more videos.